Bonjour, un président en exercice jugé devant le tribunal d'un autre pays, ça n'arrive pas tous les jours, et même en vérité, jamais. C'est dire si les images de Nicolas Maduro et son épouse, menottés à l'heure de comparaître devant un tribunal aux États-Unis, avaient quelque chose d'irréel cette semaine. Vous nous direz, François-Xavier Freland, grand reporter et journaliste indépendant, vous qui avez été correspondant pour France 24 RFI au Venezuela et l'auteur de Qui veut la peau d'Hugo Chavez aux éditions du Cherche Midi, si le moment que l'on est en train de vivre augure d'un basculement du continent américain ou juste d'un simple accès de colère de Donald Trump sans conséquences à moyen terme. Mais d'abord, revenons sur cet événement impensable il y a encore 10 jours, la capture de Nicolas Maduro, président vénézuélien, en plein Caracas par les États-Unis. C'est un récit de Diane Schlinger pour France Télévisions. C'était l'une des actions les plus efficaces et les plus impressionnantes de l'histoire militaire américaine. Le nom de cette opération, Absolute Resolve, détermination absolue, opération planifiée de longue date. 15 000 troupes américaines sont stationnées dans la mer des Caraïbes depuis des mois. Mi-décembre, la CIA parvient à infiltrer l'entourage de Maduro. Donald Trump donne son feu vert il y a quelques jours. C'est enfin la bonne fenêtre météo. 150 avions et hélicoptères rentrent dans l'espace aérien vénézuélien au moment où la nuit est la plus noire. Nous avons réussi à garder l'effet de surprise jusqu'au bout. Les hélicoptères transportaient les forces spéciales jusqu'à la cible pendant que les avions de chasse et les drones assuraient leur sécurité avec des frappes. Il a fallu 2h29 exactement aux forces spéciales pour réussir à exfiltrer Nicolas Maduro et sa femme, jusqu'à ce navire de guerre où le prisonnier est photographié, menotté comme un trophée de guerre. François-Xavier Freland, vous avez rencontré Nicolas Maduro du temps où il était encore le dauphin d'Hugo Chavez au Venezuela. Vous imaginiez que l'histoire puisse se terminer ainsi pour lui ? Écoutez, déjà, elle a duré 13 ans. C'est un moment assez long pour quelqu'un qu'on critiquait dès le début. C'est-à-dire que beaucoup pensaient qu'il n'avait pas les épaules assez solides, que le costume était trop grand, que ça serait difficile pour lui de remplacer le grand leader de la révolution bolivarienne, Hugo Chavez. Il a fait le job. Il y a même pris goût. Il s'est pris un moment même pour Hugo Chavez. On l'a vu dans ses dernières vidéos où il était avec un discours très anti-impérialiste à la Fidel Castro ou à la Hugo Chavez. Disons que depuis le début, on se demandait, avec cette répression qui est venue petit à petit, ce régime de plus en plus autoritaire, on sentait que ça finirait par y avoir des tensions, et c'est ce qu'on a vu avec cette intervention américaine. L'avait-il lui-même anticipé ? Il se dit qu'il négociait une forme d'exil doré ces dernières semaines avec les États-Unis. Vous y croyez ? Je crois qu'il y a eu des discussions en sous-main, on peut imaginer. Je pense qu'il se voyait bien partir. Il y avait la Russie, il y avait peut-être le Brésil. Le problème, c'est que personne ne voulait vraiment de lui. Il était devenu gênant depuis les élections truquées, volées de 2024 en juillet, lorsque M. González avait a priori gagné ces élections haut la main. Il était critiqué même par Gustavo Petro, le président colombien, qui avait dénoncé cet aspect un petit peu autoritaire, antidémocratique. Et je crois qu'après, il s'est dit, je vais rentrer dans l'histoire. Il a joué l'homme qui était prêt à affronter l'Empire, et il s'est pris dans son personnage, il y a pris goût et il est tombé. A-t-il été trahi, d'après vous, par des membres au sein même de son entourage qui l'auraient en quelque sorte vendu à la CIA et à la Delta Force, qui a donc opéré ce coup de force dans la nuit du 2 au 3 janvier à Caracas ? Alors là, il n'y a plus de doute. On sait très bien qu'on ne va pas chercher quelqu'un comme ça aussi facilement. Alors avec tout le respect pour cette incroyable intervention en termes de moyens, de réussite, quand même très peu de morts, même si évidemment une trentaine ou une cinquantaine c'est toujours beaucoup. Mais évidemment que même dans le propre régime Maduro, on sait qu'il y a eu des fuites. Maintenant, est-ce qu'il faut essayer de se dire que c'était le propre régime qui l'a dénoncé ? Est-ce que c'était des agents qui ont été détournés ? Est-ce que c'était peut-être même les Russes ? C'est ce qui se dit beaucoup au Venezuela, des observateurs sérieux qui pensent qu'il a été lâché par la Russie, notamment après ce débat à Alaska entre cette réunion entre Trump et Poutine, où l'un aurait dit je te laisse un petit peu faire ce que tu veux sur le Venezuela, mais laisse-moi la main sur l'Ukraine. Peut-être qu'il y aurait eu aussi des informations échangées. En tout cas, maintenant que l'effet de surprise est retombé, comment réagit la population à Caracas, Alice Campagnol ?
Eh bien, c'est étonnant, mais ici, au Venezuela, la vie se déroule normalement. Les Vénézuéliens continuent d'aller au travail, de faire leurs courses et même d'aller voir des matchs de baseball au stade monumental. Leur quotidien n'a pas changé malgré la menace militaire américaine. Alors, il faut dire que cela fait des mois que les médias s'alarment, que Donald Trump lance des ultimatums et affirme que bientôt il se passera quelque chose. Donc, c'est un peu comme la fable de Pierre et le loup. À force d'alerter, eh bien, les gens n'y croient plus. Cependant, il y a bien quelque chose qui s'y chamboule la vie des Vénézuéliens, surtout en cette période de Noël, ce sont les vols suspendus. Je le rappelle, après l'annulation de plusieurs liaisons internationales par les compagnies aériennes pour des raisons de sécurité, eh bien, c'est le gouvernement lui-même qui a décidé de suspendre les licences de plusieurs compagnies aériennes internationales. Donc aujourd'hui, le pays est extrêmement isolé et son plus grand aéroport est quasiment vide. François-Xavier Frelon, on a toujours du mal évidemment à appréhender l'état d'esprit dominant au sein d'une population, surtout lorsqu'elle a été soumise à un régime autoritaire. Où pensez-vous que se situe la majorité des Vénézuéliens aujourd'hui ? Il suffit de regarder les réseaux sociaux aujourd'hui pour comprendre que 80-90% des Vénézuéliens se félicitent de ce qui vient de se passer. Alors, il y a ceux qui peuvent le dire, les exilés, 8 ou 9 millions. Il y a ceux qui n'osent pas le dire parce que la répression est encore là. Vous avez les collectivos qui font la chasse aux opposants dans les rues. Vous avez le SEBIN, les policiers à moto qui vont donner les coups de matraque qu'il faut. Et puis, j'ai un contact sur place qui me disait que c'est déjà Big Brother à Caracas. Vous avez des caméras un peu partout. Alors, soi-disant, c'était pour réguler le trafic, mais en réalité, c'est pour observer la population. Donc, la peur, évidemment, de critiquer ce régime et d'applaudir l'intervention américaine. C'est ce que vous m'avez dit d'ailleurs en préparant cette émission. La phase qui s'ouvre ne sera pas forcément plus apaisée pour les défenseurs des libertés, notamment de la liberté d'informer au Venezuela. Au contraire, la tentation du pouvoir aujourd'hui, c'est de réprimer. Oui, alors pareil, il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Alors c'est surtout les journalistes locaux, pour l'instant, qui se prennent des coups, qui se font arrêter, qui terminent au poste ou dans certaines prisons. Il est vrai que là, les choses ont changé, puisqu'on voit qu'il y a une certaine souplesse du régime. Oui, il y a une annonce de libération de prisonniers, la première. Alors c'est la première. C'est vrai que, alors là, on peut aussi s'étonner de voir Jorge Rodríguez, qui était un ancien agent de la répression, qui a organisé, lorsqu'il était ministre de la Communication, la mise au coin, mise au piquet de tous les grands médias d'opposition, RCTV, qui était la grande chaîne de télévision d'opposition. Enfin, ça a été un des artisans de la répression. Aujourd'hui, boire du petit lait en annonçant qu'ils allaient annoncer des prisonniers. Donc, c'est vrai qu'on est dans un moment un petit peu étrange. Il y a des risques, même pour les journalistes occidentaux. Je pense que même on devrait se méfier. Il y a beaucoup de monde qui arrive là, je sais, en Colombie, à la frontière de Cúcuta, colombiano-vénézuélienne. Attention, parce que c'est pas un pays tout à fait, entre guillemets, libéré de ce régime autocrate, et que les habitudes sont les mêmes et qu'on arrête facilement des journalistes occidentaux. Jorge Rodríguez, que vous venez de citer, le président de l'Assemblée nationale, le propre frère de celle qui est donc aujourd'hui à la tête du pouvoir, une chaviste, ou plutôt une maduriste, pure et dure, qui a été propulsée sur le devant de la scène après le coup de force donc, des États-Unis. Delcy Rodríguez, jusque-là vice-présidente de Maduro, c'est elle qui assume cette présidence par intérim. Et Tamadji nous revient sur son parcours pour nous. Nous sommes réunis ici précisément pour dire au Nord qu'il ne nous soumettra pas à ses ordres impériaux. Dénoncer l'impérialisme américain a toujours fait partie de l'ADN politique de Delcy Rodríguez. Un héritage de son père Jorge Antonio Rodríguez, ancien guerriero d'extrême gauche, qui a fondé le parti révolutionnaire Liga Socialista dans les années 70. À 56 ans, la vice-présidente bras droit de Nicolás Maduro est chargée par la Cour suprême vénézuélienne d'assurer l'intérim du pouvoir dans une période de grande incertitude pour le pays. Pour cette avocate de formation, c'est l'aboutissement de plus d'une décennie de dévouement au régime de Maduro. En 2013 et 2014, Delcy Rodríguez occupe le poste de ministre de la Communication et de l'Information avant d'obtenir le portefeuille des Affaires étrangères. Les affaires internes du Venezuela sont gérées par les Vénézuéliens. Sa défense acharnée du gouvernement socialiste sur la scène internationale lui vaut le surnom de Tigresse. En 2017, elle devient présidente de l'Assemblée constituante pro-gouvernementale, l'institution contestée qui élargira les pouvoirs de Nicolás Maduro.
Face aux irrégularités constatées lors du scrutin présidentiel de 2018, l'Union européenne décide de sanctionner 11 personnalités politiques vénézuéliennes, parmi lesquelles Delcy Rodríguez. Ceux qui imposent ce type de sanctions pensent que nous vivons dans la crainte de celles-ci. Ce n'est pas le cas. Les sanctions individuelles, arbitraires qui nous sont imposées ne nous inquiètent vraiment pas. En 2018, Delcy Rodríguez est nommée vice-présidente et dès 2024, après une nouvelle réélection contestée, Maduro lui offre le ministère des Finances et du Pétrole, un portefeuille crucial pour le Venezuela. Selon des analystes, Delcy Rodríguez aurait tissé des liens avec le secteur privé et les investisseurs étrangers après avoir stabilisé l'économie du pays et augmenté progressivement la production de pétrole, malgré les sanctions américaines. François-Xavier Freland, ce sont ces liens tissés avec les milieux d'affaires et le secteur pétrolier en particulier qui font de Delcy Rodríguez aujourd'hui une interlocutrice acceptable pour les États-Unis? Oui, alors c'est assez étonnant parce que c'est quand même une pure et dure du régime. Elle avait son père qui a été un homme politique très important, qui est mort d'ailleurs dans une prison à l'époque de la démocratie, j'allais le dire, dans les années 70, parce qu'il était très à gauche. Donc c'est quelqu'un qui a été formé comme son frère d'ailleurs dans cette fidélité au chavisme, très proche de Chavez avant de l'être de Maduro, et qui effectivement aujourd'hui joue peut-être sa carte. Elle n'a pas trop le choix. C'est vrai que c'est ça où elle finira par tomber elle aussi. Trump lui a fait comprendre. Donc, elle s'est rapprochée des milieux financiers, des milieux de l'entreprise, pardon. Mais c'est sûr que ça va se jouer dans les prochaines semaines, sachant que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, donne l'impression d'être là un peu par hasard, pas forcément dans un deal voulu, c'est plutôt le fruit du hasard. C'était la vice-présidente, elle se retrouve avec elle aussi un costume un peu grand. Et la Maison-Blanche, elle en tout cas, ne cherche même pas à préserver les formes. Les États-Unis vont dicter leurs décisions aux autorités de transition vénézuéliennes. Un vœu pieux vu de Washington, ou bien Delcy Rodríguez et ses ministres chavistes sont-ils réellement soudain à la volonté des États-Unis, d'après vous? Je crois qu'il n'y a plus de doute, là. Quand on voit les dernières images, notamment de son frère, quand on voit même, elle, son changement de discours très radical au début, anti-impérialiste, et puis maintenant on voit qu'elle commence un petit peu à baisser le ton. Donc on a l'impression d'un régime à l'agonie qui essaye de sauver sa peau, et il est vrai que beaucoup de gens de ce régime seront jugés s'ils tombent. Ils sont attendus aux États-Unis, mais peut-être même demain par une cour pénale internationale. Il y a eu des crimes, il y a eu une répression massive, il y a eu des prisonniers. Donc voilà, c'est un régime qui se joue la transition. On a l'impression, en tous les cas, que Trump deal avec eux, peut-être pour demain, à la fois pour des raisons économiques et des intérêts économiques, mais aussi pour demain organiser des élections libres. Et pour preuve, la compagnie publique Petróleos de Venezuela, PDVSA, a annoncé négocier la vente de son pétrole avec les États-Unis. Expliquez-nous l'enjeu que représente ce pétrole vénézuélien, Maya Naysietagen. Alors le Venezuela possède 17% des réserves mondiales de pétrole brut, c'est-à-dire 300 milliards de barils. C'est plus que l'Arabie Saoudite, que l'Iran, que l'Irak, et bien plus aussi que les États-Unis en bas du classement en rouge. Mais il y a avoir du pétrole et puis il y a l'exploiter. Parce que si je vous montre ce graphique avec les plus gros producteurs mondiaux de pétrole, eh bien vous n'y voyez pas le Venezuela. Parce que sous Nicolas Maduro, et notamment à cause des sanctions américaines, eh bien l'exploitation s'est effondrée. Aujourd'hui, le pays produit moins d'1 million de barils par jour, c'est à peine un tiers de sa production d'il y a 10 ans. Alors, il faut bien comprendre que chaque pays produit son propre type de pétrole. Les États-Unis en ont, du pétrole qu'on dit léger et doux, c'est utile pour l'essence. Mais au Venezuela, il y a un type de pétrole spécifique. Il est épais, extra lourd, visqueux, et en plus, il est acide, ce qui signifie qu'il attaque les infrastructures. Alors, dit comme ça vend pas vraiment du rêve, mais pourtant, ce pétrole, il est très recherché pour fabriquer du bitume ou encore du diesel. Et il s'avère que les États-Unis font partie des rares endroits au monde capables de raffiner ce type de pétrole, tout comme la Chine. Et les exportations vénézuéliennes n'ont fait qu'augmenter, vous allez le voir sur ce graphique, qu'augmenter vers la Chine, ici en rouge. C'est inacceptable pour le président Donald Trump, qui vise notamment une indépendance énergétique pour son pays. Alors la question, c'est évidemment à quel prix? Parce que selon les analystes, pour établir ne serait-ce que l'ancienne production du Venezuela, il faudra un minima 10 ans et débourser 183 milliards de dollars.
François-Xavier Freland, on entend l'administration américaine annoncer que Washington contrôlera pour une durée indéterminée la commercialisation du pétrole vénézuélien, que Donald Trump contrôlera lui-même les recettes de cette vente. Franchement, les États-Unis peuvent contrôler à distance les ressources du Venezuela ou bien est-ce qu'ils comptent installer une nouvelle forme de colonie d'après vous ? Alors, le colonie, le mot est un peu fort. Ce qui est sûr, c'est que oui, ils sont capables d'organiser ce marché du pétrole au Venezuela. Ils ont d'abord les connaissances et puis face à un régime qui maintenant semble vouloir donner des signes de collaboration, si je puis utiliser le terme, ils n'ont plus trop le choix. Donc je pense que Trump va arriver à ses fins de ce côté-là, mais c'est aussi parce qu'il a misé sur l'arrestation d'un dictateur et qu'il veut récupérer ce qui lui semble être son droit, son dû, pardon. Pourquoi ce pétrole n'a-t-il jamais enrichi les Vénézuéliens ? On ne peut pas tout à fait dire ça. Il y a quand même eu un certain nombre d'œuvres sociales, notamment les fameuses missiones. Vous savez, ces missions. Alors, il y avait l'infirmerie, les médecins cubains, les fameux médecins cubains qui ont été payés grâce à cet argent du pétrole. Il y avait aussi des bons pour acheter des vivres, etc. Ce qui est vrai, c'est qu'en général, il fallait quand même être du parti pour en profiter. C'était le fameux clientélisme chaviste. Et ça a été beaucoup dénoncé, d'ailleurs, par l'opposition. Et l'économie, elle reste 100% pétrole encore après ces 2 décennies de chavisme ? Alors, il y a eu des tentatives, moi je me souviens très bien, à l'époque où j'étais correspondant, de Chavez qui se vantait d'une entreprise de laiterie industrielle iranienne. Il y a eu des tests comme ça. Il y a eu après une entreprise automobile iranienne encore. Malheureusement, ça n'a jamais beaucoup tenu. C'était souvent plus du blabla, des promesses qu'autre chose. Une forme aussi de dépendance à la rente pétrolière qui fait que quand vous avez de l'or comme ça, quand vous avez une telle richesse naturelle, c'est plus simple d'en profiter que d'être obligé de se remettre en question. Et lorsque l'on parle des ressources du Venezuela, un pays vient en tête. La Chine, devenue le premier acheteur de pétrole vénézuélien, surtout depuis les sanctions américaines, Lynn Boyut. Dès les premières heures de l'opération, la Chine a vivement contesté en brandissant la violation du droit international. Et pour cause, la Chine et le Venezuela partagent des liens économiques forts, notamment le pétrole. L'an dernier, Pékin représentait environ 80% des exportations du pétrole du Venezuela, ce qui fait de la Chine le premier acheteur au monde, et ce, malgré les sanctions américaines. Il faut dire que la Chine, elle mise sur ce pays depuis plus de 20 ans. Au total, elle a investi plus de 100 milliards de dollars là-bas pour financer des infrastructures énergétiques, notamment pétrolières. Et en échange, Caracas s'était engagé à rembourser les prêts chinois contre du pétrole. Donc on le comprend, le Venezuela, c'est un partenaire privilégié de la Chine, mais c'est aussi un élément clé, décisif, important dans la stratégie d'influence plus globale de la Chine en Amérique du Sud. En parallèle, Pékin investit massivement au Mexique et en Colombie. Une influence grandissante donc, et qui agace clairement les États-Unis. Washington a explicitement demandé il y a quelques jours à Caracas de rompre tous les liens économiques avec Pékin et de s'associer exclusivement avec eux à partir de maintenant. Alors on le comprend, avec la chute de Nicolás Maduro, la stratégie chinoise pourrait se retrouver contrariée et son influence dans la région pourrait se retrouver réduite. Oui, il n'y a pas que la Chine, la Russie aussi, elle avait contourné les sanctions pour elle et le Venezuela en commerçant avec Caracas, avec cette flotte de navires dits fantômes. L'un d'eux a été intercepté cette semaine par l'armée américaine. C'est maintenant chasse gardée, le Venezuela des États-Unis. C'est ainsi qu'il faut comprendre le message. Ni Pékin ni Moscou ne vont insister, d'après vous ? Alors, c'est chasse gardée des États-Unis après avoir été chasse gardée des Chinois et des Russes, des Iraniens et des Cubains. Donc la souveraineté, là-dedans, on la cherche toujours. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une sidération, en fait. Je pense que personne ne s'attendait vraiment à une telle intervention avec un tel succès, avec finalement aussi peu de victimes, et cette manière qu'a Trump, qui ne ressemble qu'à lui, d'imposer ses visées, sans même déclencher une guerre finalement, parce qu'on n'est pas tout à fait dans une guerre. Les Russes ont pris un coup, les Chinois ont pris un coup, ça réorganise un peu, ça redistribue les cartes dans la région, on va voir. Et pour illustrer la vision qu'a Donald Trump de ses relations avec ses voisins nord- et sud-américains, écoutez-le vanter son apport personnel à la doctrine Monroe de repli des États-Unis sur le continent.
Ce n'est pas un pays situé à l'autre bout du monde. Ce n'est pas un pays où il faut voyager 24 heures en avion. C'est le Venezuela, c'est dans notre région. La doctrine Donro. C'est désormais une menace perçue comme une réalité en Amérique latine. Maya Naissiatagen, les États-Unis font peur. Alors il faut admettre qu'il y a des pays qui sont un peu plus tranquilles que d'autres, à l'image de l'Argentine de Javier Milei. C'est censé être le président préféré de Donald Trump et c'est lui-même son soutien sans faille. Mais attention, le président américain n'en finit pas de menacer des pays qui sont alliés, comme par exemple le Mexique. Le président américain dit qu'il est dirigé par les cartels de la drogue et il vient d'annoncer un projet de frappe terrestre sans donner de calendrier. Autre allié historique, autre nouvelle cible, c'est cette fois-ci la Colombie de Gustavo Petro. C'est un président critique de la politique états-unienne et selon Donald Trump, il posséderait des usines où il fabriquerait de la cocaïne. Alors je cite, il devrait faire gaffe à ses fesses. Réponse de Petro, l'ancien guerriero marxiste. Il dit qu'il est prêt à prendre les armes pour défendre son pays. Alors depuis, les deux hommes se sont eus au téléphone, ça semble aller mieux. Il prévoit de se rencontrer prochainement. Les menaces touchent aussi des pays qui sont considérés non pas comme amis, mais bien comme ennemis. Cette fois-ci, c'est le régime cubain et ce sont des menaces de Marco Rubio, secrétaire d'État américain et lui-même fils d'immigrés cubains. Selon lui, la Havane devrait trembler, mais Donald Trump ne semble pas envisager d'opération militaire car il pense que, privé du soutien de Caracas, le régime de Cuba devrait tomber de lui-même. Merci Maya Naissiatagen. 32 militaires cubains sont morts qui assuraient la protection de Maduro. On sait que des médecins, des enseignants cubains aussi étaient envoyés à Caracas ces dernières années, François-Xavier Freland, pour le bien-être de la population, mais en échange de pétrole vénézuélien. Privé de cette manne, le pouvoir castriste de Miguel Díaz-Canel va s'effondrer, comme en tout cas le pronostic aujourd'hui Donald Trump. Alors, il y a aussi une chose, c'est que Maduro a été formé à La Havane. Il a fait l'école des cadres de La Havane. C'est un pur produit du castrisme. Qu'est-ce qui reste à Cuba ? C'est un pays qui ne produit rien du tout. C'est vrai qu'il vivait comme ça un petit peu sous oxygène grâce à ce pétrole vénézuélien. C'est vrai que c'est quand même un régime qui est vraiment critiqué de l'intérieur, mais c'est comme au Venezuela actuellement, c'est difficile de renverser un État répressif lorsqu'ils ont fait fuir tous les vrais opposants. Les trois quarts ont dû s'en aller ou ont terminé dans les prisons. Donc c'est un État qui se maintient, c'est un régime qui se maintient tant bien que mal, mais qui effectivement montre déjà des faiblesses incroyables. On sait que les dernières péripéties de météo climatologique ont eu des effets dévastateurs sur l'économie. C'est un pays qui va mal et il ne faut plus grand-chose pour que tout s'arrête. Oui. On a vu les relations tendues entre Donald Trump et la Colombie de Gustavo Petro. Et puis, vous avez réalisé, vous, pour Public Sénat, un documentaire sur le président argentin, Javier Milei. Il y a une bascule qui est en train de s'opérer sur le continent latino-américain aujourd'hui. Oui, très clairement, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que, en fait, quand on réfléchit, l'Amérique latine a vraiment voulu se débarrasser des Américains dans les années 60-70, au moment des principales dictatures. On a vu Pinochet au Chili, on a vu le Proceso aussi en Argentine. Donc les Américains, c'était les Yankees, c'était les affreux, il ne fallait pas en entendre parler. Et aujourd'hui, et puis il y a eu Chavez avec la politique, le socialisme du XXIe siècle, tout ce que ça a dégagé comme espoir. Et puis, 20 ans après, le résultat n'est pas bon. Les gens veulent autre chose. Ils se penchent davantage vers le libéralisme. Et puis vers des hommes comme Milei, Cast au Chili et d'autres ailleurs. Parce que, justement, il y a une envie d'Amérique, comme il n'y avait plus depuis très longtemps. Et je pense que Trump en profite, il le sait. Les États-Unis ne sont plus aussi mal vus qu'ils ne l'étaient dans cette époque de répression avec les coups montés par la CIA, etc. Alors justement, cette époque, elle n'est pas si lointaine. L'opération contre Maduro a ravivé les souvenirs de l'arrestation au Panama du général Manuel Noriega, homme fort du pays et accusé alors par Washington de trafic de drogue. C'était à la fin des années 80. 8:50 this evening, General Noriega turned himself in to U.S. authorities in Panama. Ce soir, vers 20h15, le général Noriega s'est rendu aux autorités américaines à Panama. Par ces quelques mots de son message télévisé au pays, la nuit dernière, George Bush signait un bulletin de victoire. Au même moment, un hélicoptère emportait le vaincu, l'homme qui narguait l'Amérique depuis 2 ans. Il avait craqué après un siège de 11 jours dans l'Annonciature. Revêtu de son uniforme, il est sorti à pied de l'ambassade Vaticane pour faire sa reddition, a précisé le général Thurmond, chef des forces américaines au Panama. 6 heures plus tard, à Miami, un convoi automobile emmenait le prisonnier
vers une destination gardée secrète. À Panama, c'était l'explosion de joie pour des milliers de personnes, civiles et militaires, qui célébraient l'événement dans un concert d'avertisseurs et de casseroles. François-Xavier Freland, vous étiez il y a peu à Cúcuta, cette ville colombienne frontalière du Venezuela qui a connu un exode massif de réfugiés vénézuéliens ces dernières années. Vous imaginez les États-Unis tenter de provoquer d'autres remous dans la région? En tous les cas, c'est là que ça se passe. C'est là que règnent les guérillas comme le ELN, qui organisent le trafic de drogue entre la Colombie et le Venezuela, le fameux cartel de Los Soles. Oui. Et c'est là qu'on voit aussi les limites du pouvoir de Gustavo Petro, qui est un homme qui a été élu démocratiquement, c'est la différence avec Maduro, parce qu'il ne contrôle plus rien, en fait. Et quand j'y étais, il y avait le boycott terrestre, c'est-à-dire que les guerrilleros bloquaient toutes les routes pour éviter que les gens puissent passer d'une frontière à l'autre. C'est eux qui font la loi. Et je pense que c'est là que Trump veut frapper, avec ou sans Petro. Et je pense que ce sera l'objet de leur discussion. Si tu es avec nous, tu restes au pouvoir. Si tu ne veux pas collaborer, eh bien, tu sauteras comme Nicolas Maduro. Merci beaucoup François-Xavier Freland. Voilà ce qu'on pouvait dire de la situation au Venezuela. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet france24.com et la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau numéro du Monde dans tous ses états.